Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur la fièvre du voyage. Alors je vous propose d'aborder cette thématique à l'aune, sous l'éclairage de 3 questions. Mais qu'est-ce qui nous pousse à partir? Pourquoi sommes-nous si attirés par l'ailleurs? Et enfin, que cherche-t-on? Voilà les questions que je livre aujourd'hui à votre sagacité, à la vivacité de vos esprits, de vos brillants esprits. L'objectif, assurément, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en mesure d'y répondre. Ça vous convient? Allez, c'est parti. Voyageons en terre du voyage. Première chose, pour éviter de nous prendre le mur, il nous faut un peu de vocabulaire. Oui, en plus on pense avec les mots. Donc, je vous propose une araignée du voyage qui va nous permettre en fait de construire un champ lexical. Un champ lexical, c'est un ensemble de noms, d'adjectifs, de verbes qui illustrent une même notion, ici, le voyage. Vous verrez, j'ai choisi des verbes à l'infinitif, parce que le verbe à l'infinitif, eh bien, c'est une action en potentiel. Il suffit de s'emparer de ce verbe, de le faire exister en le conjuguant à un temps, à un mode, à une personne, et l'action dont on parle se met à exister. Mais finalement, c'est le début du voyage. Chercher. Aller de ci, de là, se donner du mouvement et de la peine pour découvrir ou trouver quelqu'un ou quelque chose. Se chercher, c'est partir à la recherche de sa propre identité. Construire, assembler des éléments, réaliser quelque chose de cohérent, composer, édifier. Se construire, c'est se former. Révéler, faire connaître à quelqu'un quelque chose qui était ignoré, inconnu. Faire connaître le nom, l'identité de quelqu'un. Faire connaître l'existence, la nature, la valeur de quelqu'un. Se révéler, prendre conscience de soi-même, de sa véritable nature. Connaître, distinguer, faire la différence, être capable de discernement, être informé de l'existence ou de la nature de quelque chose, avoir de l'expérience. Se reconnaître, se découvrir, avoir une juste appréciation de soi-même. Donc vous voyez, j'ai choisi de mettre en regard des verbes pronominaux, donc des verbes réfléchis, dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi. Et ce pronom, il est en fonction de complément d'objet direct ou de complément d'objet indirect, qui renvoie au même référent que le sujet. Exemple concret, je me cherche. Je cherche qui? Moi. Vous voyez, on est dans une véritable réflexivité, une sorte de voyage intérieur d'introspection. S'il est facile, finalement, assez facile de définir le verbe voyager, on peut considérer qu'il s'agit par exemple de simplement dire voyager, c'est se déplacer, aller d'un lieu à un autre, effectuer un trajet. Il n'en est pas tout à fait de même pour le substantif, pour le mot voyage. Voyage, quant à lui, est polysémique. Poly, plusieurs, sémique, sème, sens. Un mot qui a plusieurs sens. Et c'est surtout étonnamment, et fort peu étonnamment en vérité quand on y réfléchit, un mot qui laisse libre cours à un usage métaphorique, euphémistique ou périphrastique. Il y a des métaphores autour du voyage que vous connaissez. Le fameux poème de Charles Baudelaire, L'invitation au voyage. Ici, l'invitation au voyage, le voyage, c'est une incitation à l'évasion par l'imagination. Donc une métaphore, il faut incomparer le voyage et incomparant ici l'imagination. La vie est un voyage, comparer la vie, comparant le voyage avec le verbe d'état, le verbe attributif qui forme une métaphore. Effectivement, métaphore pourquoi? Métaphore du voyage pourquoi? Parce qu'on va d'un point A à un point B. C'est un trajet de la naissance à la fin de l'existence. Autre métaphore, le voyage au bout de la nuit. Alors, c'est le titre d'un roman de Céline, Ferdinand de Céline, du XXe siècle. Le voyage au bout de la nuit, c'est effectivement non pas tant au bout de la vie, mais au bout des possibles de l'homme. Et sous la plume de Céline, ce voyage, c'est le voyage au bout de la bêtise de l'homme.
Des euphémismes, donc un euphémisme, c'est une manière de parler d'une réalité douloureuse en des termes plus ténus, plus discrets, moins choquants. Le fameux euphémisme, le grand voyage. Voilà, le grand voyage, c'est la mort, effectivement. Voyage, on part à l'inconnu, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. On peut aussi, vous avez dû entendre les gens du voyage. C'est une manière plus élégante, hein, évidemment, de ne pas dire les tziganes, les roms, les gitans. Une périphrase, donc une périphrase, c'est tourner autour d'une notion. Donc ici, on tourne toujours autour d'une notion que on va utiliser, si vous voulez, cette idée de voyage. Le voyage au pays des songes. Un songe, c'est un rêve. Donc le voyage au pays des songes, eh bien, c'est la périphrase simplement du sommeil. Donc effectivement, polysémie, ce voyage, tel le rire, le voyage semble être véritablement le propre de l'homme. Alors, s'il est aisé aujourd'hui de voyager, enfin, permettez-moi une nuance, plus ou moins aisé, ça va dépendre de la région du monde dans laquelle vous vivez. Vous vous en doutez que pour certains, c'est extrêmement difficile de quitter son pays. Donc dans l'hypothèse, effectivement, qu'il soit plus facile aujourd'hui de voyager qu'au XIIIe, XIVe, XVe siècle, effectivement. En revanche, certains l'ont fait. Donc est-ce que ce sont vraiment des héros? Pourquoi ont-ils bravé les dangers? Et pour qui, surtout? Et quelles sont les motivations qui ont poussé, effectivement, ces explorateurs à partir? Eh bien, elles sont nombreuses, ces motivations. On peut les regrouper, si vous voulez, sous un triptyque, sous 3 pôles essentiels. On sillonne le monde pour évangéliser. Alors les conquistadors, conquérants, entre le XVe et le XVIe siècle, explorent et conquièrent le Nouveau Monde, et ce, pour la couronne de Castille. Ils convertissent les indigènes à la religion catholique. Évangéliser, c'est donc imposer une religion, et ici la religion catholique. Autre motivation, faire du commerce, vous vous rappelez, de Marco Polo. Donc effectivement, Marco Polo a attrapé la fièvre du voyage par le truchement de son père qui faisait la route de la soie, donc le désir d'aller acheter des épices et de la soie. Ou bien encore, autre motivation, donc troisième branche de mon triptyque, ouvrir de nouvelles voies maritimes. Alors Christophe Colomb, ce fameux Génois, qui part de l'idée, et il a été très inspiré, il part de l'idée que la Terre est ronde. Donc il imagine pouvoir atteindre les Indes en passant par l'océan Atlantique. Il part d'Espagne avec 3 caravelles, la Santa Maria, la Niña et la Pinta. C'est long, prendre la mer c'est long, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Donc là, 3 mois, au bout de 3 mois de navigation, il atteint une terre qu'il pense être le Japon, la fameuse île aux épices décrite par Marco Polo. En fait, il est aux Bahamas. En 1507, Amerigo Vespucci est le premier à atteindre le continent américain. Le Nouveau Monde est baptisé Amérique, en son honneur. En 1519, Fernand Magellan trouve le passage qui permet de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. D'ailleurs, ce passage porte son nom. Et alors effectivement, au fil des explorations, les techniques de navigation se perfectionnent. La boussole, la connaissance des vents, une meilleure connaissance des vents, et puis surtout la cartographie qui est un sujet extraordinaire. La cartographie, donc c'est la manière dont on se représente le monde. Juste une toute petite parenthèse, c'est très politique, une carte, puisqu'en fonction de l'endroit du monde où vous êtes, vous représentez le monde à partir de ce que vous voyez. Donc on est très égocentré quand on fait de la cartographie. Eh bien, apparaît avec tout ça, évidemment, tout est une question de langage, apparaît tout un nouveau lexique. Technique de navigation, du vocabulaire hérité donc de la marine. Et là, je vous propose un petit jeu. Allez-vous être capable de donner l'origine et le sens des expressions suivantes? Je vous laisse le temps de les regarder. Encore. Et ça donne le tournis, Oui, c'est ça, vous n'avez pas le pied marin, ça tangue ou ça roule. Vous avez le mal de mer. Alors, un instant pour y réfléchir.
Allez, on y va. Veiller au grain. Ça signifie être sur ses gardes et surveiller le vent. Le grain, vous imaginez, là c'est très métaphorique aussi, hein, la pluie, des gouttes de pluie qui sont grosses comme des grains. Voilà. Donc, le grain signifie la bourrasque, le coup de vent. Trouver la bonne allure, eh bien c'est mettre son bateau dans la bonne position par rapport au vent. Donc c'est orienter la direction du bateau par rapport à celle du vent. Les meilleures conditions de navigation, hein, c'est en vent arrière. Donc, je vous ai mis un petit schéma. Vent debout, on peut naviguer au près, bâbord ou tribord, hein, gauche ou droite. Vent de travers, on peut naviguer en largue ou en grand largue. Avoir le vent en poupe, alors ça c'est une expression qu'on utilise aussi indépendamment de la marine. Hein. Vous voyez, c'est intéressant de sortir une expression de son contexte pour pouvoir la métaphoriser et l'utiliser pour évoquer d'autres réalités. Donc avoir le vent en poupe, c'est aller facilement vers la réussite. La proue se situe à l'avant du bateau et la poupe à l'arrière. Donc, le vent en poupe, c'est le vent arrière et c'est l'allure effectivement la plus facile et la plus favorable. C'est très important ces histoires de vent, d'allure, parce que lorsque les grands voyageurs, hein, comme Christophe Colomb, prenaient la mer, ils attendaient ce que l'on appelle une fenêtre météo, c'est-à-dire avoir les vents favorables pour pouvoir naviguer en limitant au maximum les dangers. Dériver, eh bien, la dérive, hein, c'est une énorme pièce très lourde hein, qui est située sous la coque du bateau et ça rend le bateau plus stable. Effectivement, sans dérive, hein, eh bien, le bateau flotte au gré du vent, des lames et du courant. Donc aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est à la dérive, ça signifie métaphoriquement qu'il a perdu cette pièce centrale solide hein, qui lui permet de flotter, c'est-à-dire de survivre, de rester dans les normes. Être en panne, alors effectivement, être en panne, on sait ce que c'est, hein, on est en panne de tout un tas de choses, peut-être en ce moment en panne de cartouches d'encre ou de papier pour les nombreuses photocopies. En tous les cas, un marin, lui, met en panne. Il met en panne, c'est-à-dire qu'il peut arrêter volontairement son navire et réduire sa voilure, c'est-à-dire réduire la taille de ses voiles. Donc à présent, vous êtes en mesure de répondre aux questions liminaires. Questions liminaires, je vous les rappelle, mais qu'est-ce qui nous pousse à partir? Et pourquoi sommes-nous si attirés par l'ailleurs? Que cherche-t-on? Voilà. Je vous laisse répondre à ces questions. Et, évidemment, j'espère que vous avez suivi. Et puis je vous invite quand même à partir en voyage. Quoi, là? Maintenant? Mais c'est pas possible. Si, c'est vraiment possible. Et ça s'appelle le livre. C'est un nouveau moyen de transport. Vous verrez, c'est fantastique. Essayez. Prochaine vidéo, je vous emmène en voyage et en voyage en terre de poésie. Portez-vous bien, à bientôt!